Tes élèves ont 8-9 ans. Ouais. C'est comment enseigner à des enfants de 8-9 ans? C'est, c'est vraiment bien parce que à cet âge-là, ils sont comme dans leur monde imaginaire. Ils adorent leurs profs. Je suis comme la 8e merveille du monde. Ça rehausse beaucoup mon estime de moi. Puis j'aime me donner en spectacle devant des jeunes qui... Ils me trouvent drôle, ils me trouvent belle, ils me trouvent toutes les qualités que j'aimerais que les autres voient en moi. Eux autres, ils les voient. Tu sais, des enfants, c'est tellement... c'est pur. Mhm. Parce qu'ils sont plus sincères, en fait, que les adultes. Ouais, ils sont pas encore... Ils ont encore la naïveté. Ils voient les choses comme... Quand tu leur dis quelque chose, ils te croient. Ils sont pas encore brisés par la vie, je te dirais. Ils sont vraiment dans leur... Tu sais, tu peux leur faire plein de trucs d'imaginaire, puis ils embarquent. Puis je leur raconte des blagues. Puis je trouve que c'est un bel âge, 8-9 ans, parce qu'ils sont pas trop bébés, trop immatures. Tu sais, ils sont comme... Tu peux leur parler de plein de choses, puis ils sont intéressés, puis... Mhm. Dans le fond, c'est comme un public qui t'écoute Ouais. vraiment avec beaucoup d'attention. Oui. Je fais un spectacle à tous les jours. Puis c'est toujours ça le comble. Ben, des fois, il y a des absents, Uh-huh. mais ils finissent toujours par revenir. Je suis vraiment bonne, je pense. C'est quoi le type de spectacle que tu fais à tes élèves parfois? J'aime beaucoup raconter beaucoup d'histoires. J'adore les histoires, puis les élèves, ils veulent toujours que je leur en raconte. Ils adorent mes histoires, même que j'ai des élèves d'autres années qui m'ont eu, qui viennent devant la classe, puis qui s'arrêtent, puis qui se cachent en arrière du mur pour écouter mes histoires. Ah ouais? Ouais, ça leur manque. Oui, ils vont aux toilettes, puis là, ils me disent toujours allô. J'ai toujours des allos, là. Moi, je suis comme un peu la star dans l'école, tu sais. On est quelques profs comme ça, qu'on dirait quand on passe, tous les Les élèves élèves, vous ils aiment. nous parlent, ils nous font des câlins. On est la star de leur vie, là. C'est bien de se sentir comme ça, quand même. C'est Ça cool. rehausse Ça, c'est très cool. l'estime. Je savais pas que... mais en fait, on voit rarement ce revers de la médaille là avec les professeurs. Comme c'est cool, en fait, de pouvoir voir comment une professeure se sent, en fait, dans son travail et tout. Est-ce que tu trouves que c'est un travail qui est apprécié à sa juste valeur par la société? Oh boy. Je pense qu'avec la grève qu'on a fait, les revendications, les gens de plus en plus étaient comme en notre faveur, embarqués avec nous. Ils se sont rendus compte que c'était pas si facile que ça aussi pendant le COVID parce que là, il y avait leurs enfants à la maison, ils Mhm. devaient trouver des façons, ils voyaient que là, c'était pas si facile que ça de leur faire apprendre des nouvelles notions. Donc, ils ont compris un peu plus notre réalité. Puis j'ai senti vraiment un revirement de situation. Là. Les parents étaient beaucoup plus compatissants avec nous quand on a fait la grève. Ils ont réalisé combien c'était important puis que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mhm. Et avoir la patience d'enseigner à des enfants tous des enfants différents, d'avoir beaucoup d'enfants dans ta classe avec toutes des difficultés, des forces différentes. Ça demande beaucoup. Puis, à tous les jours, les enfants nous apportent beaucoup aussi, mais c'est quand même très exigeant parce qu'il faut s'adapter. Il faut toujours faire avec peu. Uh-huh. Et c'est pas toujours facile de tout gérer. Aussi les demandes diverses là, du directeur, les réunions, les parents aussi qu'il faut rappeler ou qu'il faut informer. Bref, on Il y a en a de- beaucoup sur les épaules C'est ça, il y a beaucoup dans de ce challenges. domaine. J'aimerais te demander, en fait, c'est quoi que t'aimes le plus de ton métier de professeur? Ben moi, en fait, ce qui me tient vraiment dans ce domaine-là, c'est la relation. C'est toujours les relations que j'entretiens à chaque année. J'aime ces enfants-là comme si c'était mes propres enfants. Je développe une relation avec chacun d'eux. J'essaie d'aller chercher vraiment, de les amener à voir les belles choses en eux. Puis, le lien que je développe avec chacun, c'est ça qui me fait vraiment aimer
ce que je fais, puis qui me donne le goût, j'ai le goût d'aller voir mes élèves pour voir leur sourire, pour qu'on se donne une belle énergie, qu'on fasse un échange ensemble. Puis mes collègues aussi, parce que quand on a le temps, entre deux récrés ou entre deux cloches, là, on a le temps des fois de se voir un peu, de se parler, puis les liens que j'entretiens avec mes collègues, avec tout le personnel, en fait, là, ça, c'est un plus. Moi, c'est vraiment le côté humain, parce que c'est pas la correction que j'aime le plus. T'es pas une professeure sévère? Non, je pourrais pas dire ça. Mais j'essaie d'être constante, ce qui est pas toujours évident parce qu'on a... Tu sais, des fois, on privilégie, on fait des passe-droits. Moi, je suis très... J'aime tellement mes élèves que je suis pas très... punitive. Ok, t'es pas une professeure sévère. Je vais les écouter, je vais essayer de comprendre pourquoi l'enfant... Pourquoi il a donné un coup là, à son ami? Tu sais, il y a sûrement de la colère. Puis là, j'essaie de creuser pour comprendre. Parce que c'est pas pour rien s'il a réagi des fois de telle manière. C'est qu'il vit des choses aussi. Puis lui, il se comprend pas toujours à 8-9 ans. Il sait pas pourquoi il a fait telle chose. Fait que c'est ça. Des fois, je vais, mettons, écrire un message aux parents. Puis là, je me rends compte qu'il est en train de vivre quelque chose que je vais découvrir en me rapprochant de lui, puis tout ça, puis je vais faire comme, OK, laisse faire la contravention, là, je vais laisser passer pour cette fois-ci, tu sais, je suis un peu genre, là, je suis tellement comme... C'est bon, au moins parce que tu essaies de comprendre un peu plus le contexte de la vie de la personne, de l'enfant, comme ça te permet de prendre les meilleures mesures possibles. Je pense que il y a plein de professeurs qui ne font pas ça, donc ça fait en sorte que ils ont parfois des relations compliquées avec leurs élèves. Donc, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup à ton succès en tant que professeur. Mélanie, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui écoutent ce podcast, s'il te plaît? Oui. Moi, c'est Mélanie. J'ai 43 ans, bientôt, en fait, la semaine prochaine. Je suis une fille qui aime les gens. J'aime aussi aider, j'aime écouter, j'aime conseiller, j'adore les relations, la psychologie, le développement personnel. Je suis aussi nouvellement sobre et fière d'avoir choisi la sobriété dans ma vie depuis le 1er janvier. Donc, j'expérimente la vie de nouvelles manières, je dirais. Sinon, je suis une maman aussi. C'est vrai. Ça, c'est très important aussi dans ma vie. Je suis une maman d'une préadolescente, je vous dirais, de 10 ans. Une belle fille en santé et tout en énergie. C'est bien. C'est magnifique, en fait, le fait d'être parent. En fait, ça a changé comment ta vie d'être mère? Oui, ça l'a beaucoup changé. Du moment que je savais que j'étais enceinte, je l'ai aimé tout de suite. Là, comme mes élèves quand ils arrivent au début de l'année, mais là, c'était la mienne, c'était dans mon ventre, je voulais en prendre soin, j'ai voulu aussi un peu lui donner qu'est-ce que moi, j'ai peut-être pas reçu dans mon enfance. Donc, en fait, je m'étais convaincue que c'était un garçon. Parce que je pense que, étant une fille, j'avais envie d'avoir une fille, mais je me disais, si c'est un garçon, si je me convainc que c'est un garçon inconsciemment, je serais pas déçue si jamais c'est un garçon. Puis, quand j'ai su que c'était une fille, oh my God, là, j'étais trop heureuse. Puis, c'est ça, j'ai voulu comme donner à cet enfant-là beaucoup d'amour, puis qu'elle puisse, dès le moment qu'elle était dans mon ventre, là, je lui chantais des chansons, je lui disais que je l'aimais, elle faisait déjà partie de mon monde. Puis quand je l'ai vue, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était tellement... J'ai tellement tout aimé, là. Tu sais, je la trouvais plus belle que tout ce que je m'étais imaginé. Puis cet enfant-là ne cesse de me surprendre. Elle est vraiment... Tu sais, oui, elle ressemble à moi et son père, mais elle est tellement aussi à part entière, tu sais, une belle fille, une belle personne. Elle est différente en même temps de moi et de lui. Puis je suis tellement fière d'elle.
Nice. Ouais. Mais c'est bien ça, c'est important. En fait, ça se voit en fait que toi, tu es une personne qui a l'instinct maternel. Je pense que c'est pas tout le monde qui a un aussi grand instinct maternel envers leur enfant, mais c'est aussi important de souligner que tu as un très bon amour envers ta fille, en fait, parce que quand tu la regardes, c'est comme si tu voyais une extension de toi-même, je suppose, et ça te rend juste joyeux. Je pense que c'est un des sentiments les plus importants et les plus plaisants à expérimenter dans une vie. Et j'espère que plein de gens qui écoutent ce podcast-là, et même moi un jour, auront la chance d'avoir un tel sentiment envers nos enfants. J'aimerais te poser une question sur quelque chose que on a un peu parlé quand même sur plusieurs reprises avant le podcast. Tu m'as exprimé que tu avais une relation un peu compliquée avec l'alcool. J'aimerais te demander ça représentait quoi pour toi l'alcool jusqu'à avant 2024? Ouais. En fait, l'alcool, c'était comme un moyen d'oublier un petit peu les problèmes, ce que je pouvais vivre, ce que je portais de lourd en moi. Ça me permettait de juste pas penser aussi, de juste m'amuser, d'être une autre personne, de devenir un petit peu plus sans inhibition, donc plus sociale. Ben, j'ai toujours été une fille qui aime parler, mais quand il y a beaucoup de gens, j'étais plutôt gênée, mais je savais pas. Fait que, étant donné que je buvais, je devenais vraiment, vraiment sociable. Je pouvais aller vers les gens facilement. Je pouvais plus être plus de bonne humeur. J'étais vraiment une fille de party. On m'aimait parce que je disais des bonnes blagues. J'étais toujours partante, rassembleuse. Ça m'amenait vraiment comme un but aussi dans ma fin de semaine. Tu sais, je me disais, en fin de semaine prochaine, j'ai rien de prévu, mais je vais sortir, puis je vais avoir du fun, puis je vais tout oublier ma semaine, que, tu sais, au travail, que j'aime moins ça des fois. Je serai plus tout seul, tu sais, je vais être entourée de plein de gens, puis je vais avoir du fun, puis ma vie va être belle à ce moment-là. Est-ce que l'alcool pour toi c'était peut-être une manière d'affronter le monde, c'est-à-dire aujourd'hui je vais me permettre d'être moi à 100%? Ben, j'étais pas vraiment moi en fait, parce que la vraie moi, elle aurait pas été comme ça. Tu sais, l'alcool, ça te permet d'être un peu quelqu'un d'autre en fait, parce que tu sais, il y a des choses que j'ai dit ou que j'ai fait ou que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu de l'alcool. Je m'en rends compte aujourd'hui en buvant pas. Je réfléchis beaucoup mieux, j'ai les idées plus claires, je vois la profondeur dans les discussions, je vois vraiment d'autres côtés qu'avec l'alcool, tout était correct. C'est vraiment pas pareil. Quand tu bois de l'alcool, ça t'enlève beaucoup de gêne, puis tu deviens comme quelqu'un que t'aimerais être. Mais c'est pas nécessairement positif toujours. T'as l'impression que c'est positif, mais à long terme, ça t'amène pas dans les bons choix, ça t'amène pas nécessairement dans des bonnes situations. C'est vrai que tu as raison. Peut-être qu'à court terme, tu vas te sentir bien avec l'alcool, mais à long terme, c'est peut-être un peu plus contestable l'effet. Toi, tu disais beaucoup que tu fêtais avant, tu fêtais beaucoup, tu étais une femme de fête et tu buvais l'alcool à ces fêtes-là. Tous ces événements sociaux-là pendant une grosse partie de ta vie, est-ce que tu trouves que ça t'a apporté grand-chose au final? Non, parce que étant donné que
souvent, il y avait de l'alcool en jeu quand j'avais des soirées, quand je voyais mes amis. Au final, c'est ça qui faisait qu'on avait un lien, on dirait, parce que enlève l'alcool, il y a des amis que je peux plus, je sais plus qu'est-ce qu'on ferait ensemble sans boire un verre. Donc, ça change. Le fait d'arrêter de boire, c'est sûr que il y a des amitiés qui vont tomber. Il y en a d'autres qui vont peut-être se créer, mais je le fais pour moi, tu sais, en fait, peu importe. Les conséquences. C'est ça. C'est dans le fond, je peux pas. Je savais pas qu'est-ce que ça allait faire, vraiment, qu'est-ce que j'allais réaliser, mais j'ai décidé de me choisir parce que c'était rendu que ça aurait pu être dangereux. Je me suis rendu compte que je voulais pas aller là. Tu sais, il peut y avoir des conséquences. Dans ma consommation à moi, là, il y en avait parce que j'ai vécu des situations que je veux pas revivre. Donc, ça m'a fait réaliser que pour moi, c'était mieux d'arrêter. T'as vécu des situations que tu voulais pas revivre? Ouais. Ouais. J'ai vécu, entre autres, une situation là, dans un mariage cet été, l'été dernier, tellement que j'avais pris de l'alcool, tu sais, dans un mariage, c'était alcool à volonté, donc j'avais bu un peu trop, puis je me suis pas rendu compte, mais j'ai eu du GHB dans mon verre, puis j'ai été inconsciente, puis quand je me suis réveillée, mon amie m'a dit que pendant 2 heures, j'étais inconsciente. Ils ont dû me transporter à l'hôtel, dans une chambre. J'ai été laissée un peu toute seule, fait que je me disais, ça aurait pu être plus grave, là. J'ai eu peur de mourir, cette fois-là. Donc, quand tu passes proche de mourir, tu te dis, non, il n'y a aucune chance que je vais me remettre dans une situation comme ça. J'ai une petite fille que j'aime ma vie, je veux vivre ma vie jusqu'au bout. Donc... Wow, je salue vraiment ton courage d'avoir pris la décision que quelque chose d'aussi grave t'est arrivé, de dire peut-être qu'il est temps de me re-questionner, peut-être qu'il est temps de changer pour de bon cette habitude qui m'apporte peut-être pas les choses que j'ai envie d'avoir dans ma vie présentement. Donc c'est vraiment bien que tu fasses ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans cette même dynamique-là jusqu'à la fin de leur jour. Et c'est important de féliciter les gens comme toi qui prennent les pas dans la bonne direction pour essayer d'améliorer leur vie. Mais j'aimerais te poser une belle question en fait. Quand tu te regardes, regarde, là tu es présentement ici. Quand tu regardes cette Mélanie qui faisait la fête, cette Mélanie qui parfois avait des situations comme celle que tu viens d'expliquer, tu penses quoi de cette personne-là, de cette ancienne toi? Je pense que elle savait pas comment ça... Elle avait tellement toujours fait ça que pour elle, c'était normal. Je pense qu'il faut rester ouvert. Mais tranquillement, je m'en rendais compte. Puis plus je m'en rendais compte, plus j'ouvrais mon esprit. C'est surtout un podcast que j'ai écouté qui... Je me suis rendu compte que... Parce que moi, je me disais, c'est pas tant un problème parce que je bois pas quand je suis chez moi la semaine. Tu sais, il y en a qui prennent un verre de vin à chaque jour. Moi, j'en prends pas. Je suis capable de pas en prendre. Mais il y a différentes formes, en fait, d'alcoolisme. Puis moi, je me convainquais que j'en avais pas de problème, là. Puis que, tu sais, dans le fond, tout le monde aime ça, là. J'avais des amis qui me disaient « Mais non, t'es super le fun. Ben non, t'as rien dit de pas correct. Ben non, tout le monde t'a trouvé juste bien cool, bien de party. » Mais au fond de moi, j'ai commencé à voir que c'était pas normal. Puis quand j'écoutais des podcasts, j'ai entendu, par exemple, Marie-Pierre Morin dans son podcast. Pas de publicité d'autres podcasts ici. Non, qu'est-ce que... Je blague. Mais c'est elle qui m'a vraiment réveillée parce que j'écoutais
son histoire, puis je me disais que j'aurais pu, moi aussi, me retrouver dans une situation comme ça, puis vivre, si j'avais été, tu sais, comme une vedette, là, comme elle. Mais ça m'a vraiment parlé, puis je me suis dit, OK, si elle est alcoolique parce qu'elle sortait, puis il est arrivé une mauvaise situation, puis, tu sais, elle avait plus de contrôle vraiment quand elle sortait sur sa consommation, ben, tu sais, moi aussi, là, je suis comme elle, dans le fond, là, je suis pas différente. Quand tu vois qu'il y a des gens qui vivent la même chose que toi, tu réalises que... Tu fais partie peut-être d'eux, en fait. Je pense que, Ouais. une des mauvaises interprétations qu'on fait dans la vie, c'est que c'est toujours les autres. C'est jamais nous. Mais je pense que c'est important aussi de prendre conscience, comme tu as fait, que c'est peut-être nous, en fait. C'est peut-être nous qui faisons des choses que on juge les gens pour faire. On juge les gens qui font ça, mais en réalité, on fait la même chose qu'eux. Et c'est une belle prise de conscience que tu as pris. Et là, tu me parlais un peu de tes relations Oui. pendant ces fêtes-là. Tu dis qu'il y a des amitiés qui se sont perdues, des amitiés qui se sont gagnées. Il y a des choses que tu n'avais pas vues, il y a des choses que tu vois maintenant. Est-ce que tu dirais que tu avais à l'époque des amitiés synthétiques, quelque peu hypocrites dans ces contextes-là? Ouais, ben en fait, j'ai toujours aussi cherché à plaire, cherché à... J'avais peur aussi qu'on m'abandonne, qu'on me rejette. C'est des blessures que je portais. Donc, qui faisait que des fois, j'acceptais des choses autant en amour qu'en amitié. J'acceptais que ça soit pas... un peu que... Je me sentais un peu utilisée, dans le sens que il y avait besoin de moi, mais moi aussi, peut-être, j'avais besoin, mais je sentais pas que j'étais aimée pour qui j'étais vraiment. Parce que quand t'es aimée parce que t'es la fille de party, c'est pas toi vraiment C'est pas la même dans toutes tes personne. qualités. Mhm. Puis j'ai vraiment réalisé que je suis bien plus qu'une fille de party. Puis j'ai pas envie que les gens ils disent que je suis seulement ça, parce que je suis bien plus que ça. Puis je veux des amitiés sincères puis qui vont vraiment m'aimer pour toute la personne que je suis. Pas juste pour sortir, prendre un verre puis avoir du plaisir. C'est... Exactement, parce que t'as pas le temps dans ces contextes-là de te bâtir des vrais liens d'amitié parce que vous faites juste être ou buvez, mais vous n'avez pas des discussions profondes la plupart du temps. Est-ce que t'as été, tu t'es senti parfois, à cause parfois de peut-être ton utilisation de l'alcool, est-ce que il y a des situations qui t'ont particulièrement blessé ou déçu, que ce soit par rapport à toi ou les gens? Ben en fait, je prends ma... Tu sais, je suis responsable de ce que j'ai fait, puis oui, des fois, je le sais que c'était quand même lourd, tu sais. J'ai des amis, même quand j'étais plus jeune, qui me ramassaient, là, parce que je finissais la soirée que j'étais malade, puis, tu sais, je peux pas faire vivre... Tu sais, comme je réalise que ça c'était lourd pour eux, là, de s'occuper de moi en fin de soirée. Mais, j'ai oublié c'était quoi la question. Mais non, Excuse. ça fait partie du jeu, ça, c'est pas grave. Et by the way, je vais pas couper ça, ça va être au Ah podcast. oui, c'est bon. Mais J'étais perdue dans mes pensées, là. en fait, je vais même pas la reposer parce que on va continuer comme ça va être plus spontané. Ouais. Tu m'as dit, quand on se parlait tantôt et aussi par FaceTime, que tu as une relation compliquée avec ta mère. Par le fait même que elle aussi, elle avait une utilisation compliquée, une relation compliquée avec l'alcool. Est-ce que tu n'es pas en quelque sorte... Est-ce que tu n'étais pas en quelque sorte en train de reproduire son comportement?
Ouais, ben c'est drôle parce que j'ai tellement souffert de ça étant jeune que je m'étais dit que moi, jamais je toucherais à une goutte d'alcool. Puis, j'étais tellement enfermée dans ma situation. Tu sais, j'étais dépressive là, en secondaire 5. J'avais pas vraiment de vie parce que j'étais triste, j'étais pas bien chez moi. Que quand je me suis mis à sortir à 19 ans, c'était le seul moment que je me sentais libre et capable de sortir de cette prison-là qui me tenait chez moi puis qui me rendait malheureuse. Des fois, on veut pas, mais je me suis tellement dit que, tu sais, je voulais pas être comme ça, je voulais pas avoir ce problème-là. Puis surtout, je voulais pas faire vivre ça c'est sûr, à ma fille. Donc, veux pas, ça s'est incrusté quand même. Puis, je me disais, ben non, je suis pas comme elle parce que moi, je bois pas à tous les jours. Parce que ma mère, elle, c'est à tous les jours. On se trouve des raisons, on se trouve des différences, mais faut faire attention. Je pense quand on en a dans notre famille, on a quand même une certaine chance de plus. Le faire, hein? Oui, parce que c'est ça qu'on a connu, puis on recherche un peu les blessures qu'on a connues. Donc, il faut vraiment pour être conscient, il faut vraiment faire plus attention, je pense, que d'autres personnes. Mm-hmm. Dans le fond, il faut faire peut-être un travail plus profond, c'est-à-dire être plus intentionnel en fait dans ta vie. Sinon, tu vas juste aveuglément, par mécanisme même, répéter le même comportement néfaste que tu as vu tout au long de ton enfance. Est-ce que tu trouves que ta mère a été un bon modèle pour toi? Ben, je pense que ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle a eu. Pour elle, c'était pas possible. Tu sais, la maladie de l'alcoolisme, c'est vraiment puissant, puis c'est sa vie à elle, puis c'est son chemin. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire différent. Je suis pas parfaite. J'ai, moi aussi, eu mes faiblesses, puis... Mais en fait, d'avoir vécu tout ça, ça me permet d'être juste plus forte aujourd'hui, puis de savoir qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, puis qu'est-ce qui l'est pas, puis je me pardonne, en fait, d'avoir fait ces erreurs-là qui m'ont mené dans des situations que je voulais pas, mais à un moment donné, il faut vivre, c'est maintenant la vie, puis maintenant, j'essaie de faire les meilleurs choix pour moi. Puis ma mère a fait ses choix à elle, puis elle vit sa vie à elle, puis j'y en veux pas, puis je l'aime, j'y en veux plein d'amour, là. Amen. C'est important parce que si tu en veux quelqu'un, c'est toi-même qui te blesses chaque jour. C'est important de pardonner les gens qui nous ont déçus dans la vie parce que si tu les pardonnes pas, c'est toi qui vas transporter cette haine-là dans toi chaque jour et ça va faire en sorte que toi-même tu seras moins joyeux ou moins joyeuse comme individu. Donc, ta vie sera juste moins belle parce que tu as de la haine à l'intérieur de toi et c'est important de juste laisser partir, oublier ça. C'est un long processus, je travaille encore, mais j'essaie de plus en plus d'être dans l'amour, puis d'accepter, puis de me libérer. Est-ce que tu trouves que le fait d'avoir eu une relation un peu complexe avec tes parents a fait en sorte que tu as eu moins confiance en toi en tant qu'adulte? Clairement que ma confiance, encore aujourd'hui, là, j'ai pris un coaching de 4 mois avec une coach pour m'aider à me redécouvrir. On dirait que aussi ma sobriété a fait que j'ai envie de vraiment savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je veux plus. Je veux travailler. Puis là, je me suis rendu compte en parlant avec elle aussi que ma confiance est encore en jeu parce que j'ai beaucoup de peur. Oui, la confiance, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille vraiment, comme c'est vraiment pas gagné. Je te dirais, mais tu sais, je suis partie de loin, là. Mon estime était à moins 1 500 000
quand je suis partie de la maison familiale. Donc, T'étais à moins 1,5 million? ouais, on dirait que je savais pas que j'étais pas bien, j'avais beaucoup de colère, de tristesse. Je voulais juste m'en aller. Puis il a fallu que pendant au moins 2 ans que je coupe les ponts avec mes parents pour pouvoir juste me rebâtir puis remettre les morceaux en place, là. Parce que c'est ça, j'ai fait mes sacs de poubelle, puis je te dirais que sinon, à part qu'est-ce qu'il y avait dans mes sacs de poubelle, j'existais pas tant, là. J'étais vraiment... Je savais plus qui j'étais à ce moment-là. Il était vraiment temps que... Ça faisait longtemps qu'il aurait fallu que je quitte, là, mais disons que j'attendais de finir mes études pour pouvoir aussi avoir un revenu, puis payer un appartement, puis tout ça. Sinon, je serais partie avant. Mais ça a été quand même un long processus, mais je suis contente d'avoir été chercher de l'aide, puis d'avoir su aussi faire mon chemin à travers ça, puis ça aurait pu être pire, là, on s'entend. Ah, je suis contente d'être en vie, puis de pouvoir faire mieux maintenant. Parce que tu aurais pu avoir rencontré des mauvaises personnes dans la vie. Au moins, tu n'as pas mal viré. Même si d'autres personnes auraient dit t'as mal viré parce que t'es professeur. Non, je blague. Ouais, là. Non, t'as bien... Je suis une professeure. Oh, je suis une professeure différente. Comment ça, t'es une professeure différente? Ben, les gens ont comme une idée des professeurs qui sont plus germaines, contrôlantes, qui sont sévères ou, tu sais, qui sont rigides, je sais pas trop, mais moi, je suis super ouverte. J'aime pas trop suivre toujours les règles. J'aime faire à ma manière, puis je suis pas toujours un modèle exemplaire, là. Tu sais, comme j'ai de la difficulté à arriver à l'heure. Des fois, j'arrive comme 5 minutes avant la cloche, puis je me sens jugée, là. Les parents, ils me regardent dans le stationnement, puis sont comme... Est-ce qu'elle est en train de juste d'arriver puis la cloche est sonnée? Ben oui, ça c'est moi, là. Mais j'ai d'autres qualités. Puis la ponctualité, ben c'est pas ma force. Ça n'est pas une. C'est vrai que tu m'as démontré ça ce soir. Non, je blague. Ouais, c'est ça. J'ai arrivé quoi, 15 minutes en retard, je crois? Ben non, c'est pas grave, là, c'est pas grave. Tu m'as pardonné. Ouais, je te pardonne. C'est pas facile. Là, t'as bien dit que t'as une fille, non? Oui, une merveilleuse fille. Et t'as 43 ans présentement et t'es mère monoparentale. C'est comment être mère monoparentale à 43 ans? Ben, je pense que je suis quand même... Tu sais, je suis bien. La semaine que j'ai ma fille, c'est comme si j'avais un peu 2 vies, là, parce que la semaine que j'ai ma fille, je veux tout lui donner, on passe beaucoup de temps ensemble, mais la semaine que je l'ai pas, ben, je suis comme une fille célibataire, tu sais, qui vit sa vie. Donc, j'aime quand même ce côté-là d'avoir du temps pour moi, puis d'avoir des bons moments de qualité parce que j'ai le temps de recharger mes batteries la semaine que je l'ai pas, de me concentrer plus sur moi. Donc ça, je vous dirais que c'est un beau monde, là. Mais c'est certain que je m'ennuie encore quand... Ça fait quand même 8 ans qu'on est séparés. Mais j'ai toujours hâte, là, au vendredi de la revoir parce qu'on dirait qu'il manque quelque chose à ma vie quand elle n'est pas là. Puis je sais que pour elle, c'est une réalité qui n'est pas évidente de pas être avec sa mère. Tu sais, quand tu as envie de parler à ta mère, c'est plus compliqué parce que là, tu veux pas que ton père il pense que tu veux parler à ta mère. Mais, fait que, tu sais, elle est vraiment... elle a 2 réalités aussi familiales différentes. Moi, elle est toute seule avec moi. Chez son père... c'est une famille, une 2e famille, là, avec la petite sœur qui prend aussi de l'espace, donc elle doit partager.
Mais je pense que c'est bien. Elle s'adapte bien, mais elle est très mature, ma fille. Elle a appris, c'est ça, en gérant tout ça, en s'adaptant, je pense qu'ils prennent une maturité vraiment... puis Plus en rapide que essayant de la comprendre manuelle, ses deux parents qui la vivent des moyenne. choses pas faciles, ça l'amène vraiment l'enfant à vraiment être différente, là, puis à évoluer plus vite, je pense. Pourquoi t'es plus avec le père de ton enfant, si c'est pas indiscret? Ah! Ouais! En fait, parce que j'ai voulu avoir un enfant, tu sais, j'avais eu une opération, puis on me disait que peut-être on devrait m'enlever l'utérus, tu sais. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, non, je veux vraiment avoir un enfant. Puis là, quand j'ai rencontré le papa de ma fille, lui aussi, il était à un moment de sa vie qu'il voulait des enfants. Il y avait eu une longue relation, mais ça s'est pas concrétisé, là. C'était dans ses projets, mettons. Donc, ça a été quand même assez rapidement. Puis, j'avais pas vécu avec lui. J'étais encore... j'avais mon appartement, il y avait le sien. Donc, c'est le jour où je suis tombée enceinte qu'on a vraiment... J'ai déménagé chez lui. Donc, j'avais pas encore peut-être assez appris à le connaître sous tous les aspects. Puis là, est arrivée la grossesse. Là, c'était beau, c'était magique parce que j'étais enceinte. J'étais tellement heureuse d'être enceinte. C'est juste que là, une fois que le bébé arrive, tu vois un autre côté. Puis là, tu vois comment on prend les responsabilités chacun. Puis, je trouvais ça lourd quand même. Moi, le 0-2 ans, là, j'ai trouvé ça quand même difficile à gérer, étant donné aussi que j'ai su à 35 ans que j'ai un TDA, un trouble d'attention. Donc, de m'organiser et là, maintenant, de devoir m'occuper d'un enfant, pour moi, c'était une lourde charge. J'avais moins de plaisir, je te dirais. Puis, j'aurais aimé comme plus de collaboration. Et je mettais le drapeau rouge à plusieurs reprises, mais c'est ça, je t'ai pas fait. Tu sais, moi, je suis pas Germaine, là. Puis lui, je pense qu'il aurait aimé que je sois plus, que je lui dise un peu plus les tâches, puis quoi faire. Puis je suis pas quelqu'un, je n'ai pas cette personnalité-là. Mhm. Je suis plutôt, on fait chacun... Moi, je suis comme pour l'égalité, tu sais, 50-50. Je contribue, tu contribues. Mais c'était pas... il aurait fallu que c'est ça, moi, ça me convenait pas, disons, ce qui se passait. Hein? Ce qui se passait. Je pense que je t'avais déjà répété aussi dans l'appel, mais oui, c'est important de dire, c'est important de sentir que quelque chose n'est pas adéquat pour nous, mais les êtres humains, on n'a pas des pouvoirs télépathiques. Mm-hmm. Désolé de le dire comme ça, mais si tu dis pas à l'homme ou à ton partenaire c'est quoi tu as besoin, il va pas ou elle va pas deviner ce qu'il faut faire. Donc, si tu as des attentes, c'est toujours important de les dire à ton ou ta partenaire pour que cette personne-là comprenne au moins, ok, ma copine ou ma blonde s'attend à ce que je fasse ça pour elle et comme ça, je vais pouvoir le faire ou je vais décider de ne pas le faire quand je le fais pas. Au moins, ça sera clair et net que la personne a un tel comportement parce que là, il s'en fout de ce que tu as dit, tu comprends? Mais si tu dis pas ce que tu veux, ça se peut qu'il y ait le doute qu'il sait juste pas qu'il faut faire ça. J'aimerais te demander, comme tu m'as dit que c'était difficile vraiment de 0 à 2 ans, qu'est-ce qu'un homme pourrait faire pour bien supporter sa partenaire quand il y a un nouveau-né? Mais tu vois, juste de partager, tu sais, par exemple, moi, j'allais, mettons, dans un souper au restaurant. Tu sais, justement, tantôt, j'étais chez la coiffeuse, puis il y avait une femme, elle était avec son bébé. Moi, ma fille était vraiment... Il fallait la bouger tout le temps, là. Elle a toujours été très active, même dans mon ventre, elle bougeait beaucoup. Mais bébé, elle aimait ça se faire promener. Il fallait toujours donner comme de l'attention. J'avais pas vraiment 5 minutes à moi, là. C'est ça. Donc, quand on allait, mettons, au restaurant, là, il y avait le fait aussi que j'allaitais, là. Donc, c'est sûr que la nuit, c'est moi qui se levais.
Mais là, au restaurant, je pense que lui, il aimait ça déléguer, tu sais, le côté occupe-toi du bébé, puis lui, il pouvait manger son repas puis jaser avec les gens, mais moi, j'avais pas mangé. Je devais allaiter, je devais m'assurer qu'elle dorme après l'allaitement, tout ça, là. Donc, plus d'avoir le souci qu'on est vraiment deux, puis que il faut que tu trouves ta place, tu sais, que tes moments, puis que tu laisses du temps à la maman de souffler. De souffler, là, d'avoir ces moments à elle aussi, là. Je pense que ce que tu as dit est vraiment très intéressant, en fait. J'aimerais apporter un autre angle par rapport à ce que tu as dit. Je pense que c'est peut-être aussi extrêmement important de t'assurer que ta femme se sente bien dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire se sente bien dans comment elle prend soin de l'enfant. C'est-à-dire ne pas veiller à ce qu'elle ne s'épuise pas. Donc, tu dois faire des choses pour faire en sorte que tu peux l'aider, pour pas qu'elle s'épuise dans comment elle éduque l'enfant ou comment elle prend soin de l'enfant. Par exemple, toi, tu dis que tu allaitais et tout, donc il aurait pu faire en sorte de penser à des manières de comment il pouvait alléger ta tâche avec votre enfant. Je pense que ça, c'est quand même une bonne astuce. Penser à des solutions qui vont faire en sorte que c'est un peu plus facile pour votre partenaire, pour votre femme, de éduquer votre enfant. Mm-hmm. D'avoir des initiatives aussi par lui-même. Moi, j'aime quelqu'un qui a des initiatives. Parce que on peut pas toujours penser pour deux, là. C'est vrai. Tu sais, il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut que tu sois alerte à qu'est-ce qui se passe. Puis que tu te rendes compte que ta blonde, là, est à bout, puis elle a besoin d'aide, là. C'est vrai, t'as amplement raison par rapport à ça. Dans le sens que si la personne ne prend jamais d'initiative, ça veut juste dire peut-être que la personne est totalement désintéressée de ce qui se passe. Mais si tu es désintéressé de ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a un manque, une déconnexion par rapport à votre relation. Et tu te responsabilises pas. Tu sais, c'est ton enfant, toi aussi. Là. C'est ça parce que j'allaite, que je dois tout faire dans la maison. Tu dois contribuer d'une bonne manière, mais tu sais, c'est aussi les papas, je pense, justement, ils sentent peut-être quand le bébé est plus jeune, ils ont moins leur place parce que la mère, c'est sûr que la mère, elle a un lien spécial vu qu'elle a porté l'enfant. Des fois, c'est plus tard que là, ils vont mieux savoir quoi faire, là. Il y a cette réalité-là aussi que je comprends, là. Mais moi, c'était trop pour moi. J'aimais mieux comme avoir ma fille, être heureuse et avoir toute mon énergie pour elle, puis être séparée. Pour moi, il n'y avait pas d'autre solution à ce moment-là. Quand tu l'as laissée, comment ta vie a changé? Ben, en fait, j'ai pas pris ça à la légère. Tu sais, j'ai quand même fait une grosse réflexion. J'ai eu un arrêt de travail parce que j'étais épuisée, justement, de penser à briser la famille. Pour moi, c'était pas une chose légère. J'ai toujours voulu avoir aussi... Tu sais, il est arrivé aussi que je suis tombée enceinte une deuxième fois. J'ai perdu le bébé. Je vivais beaucoup de stress au travail. Puis, je pense que ça peut avoir un lien, là. J'ai senti à un moment, je me suis assise dans le divan, j'ai dit, je suis vraiment trop stressée. Puis, c'est ça, son petit cœur, il a arrêté de battre, là. Puis, là, j'ai réalisé, oui, je veux un autre enfant, mais est-ce que je veux un autre enfant avec cette personne-là? Puis, j'ai fait, là, ça l'a allumé, les grosses lumières flashaient. J'ai comme vu des lumières allumées comme si j'étais à New York, là, puis que ça flashait, puis que ça me disait que non, là. Je pouvais pas vivre ça à nouveau, puis avoir cette charge-là, puis pas le support qui vient avec. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis ma réflexion a commencé à ce moment-là, puis là, j'ai vraiment voulu donner la dernière chance. On était en thérapie de couple, tu sais. J'ai pas pris ça à la légère. Puis, mais du moment que je me suis séparée, ça a été une grosse tempête. Parce que ce que je réalise aussi, c'est que les hommes,
j'en vois beaucoup, là. J'entends des femmes qui me parlent de ça. Des fois, ils ont de la misère à gérer du moment qu'ils se séparent, là, ils sont dépourvus, là. Puis, ils vont pas nécessairement chercher l'aide qu'ils ont besoin, donc c'est pas toujours évident dans leur tête, là. Des fois, il y a quelque chose qui... C'est difficile parce qu'ils consultent pas, ils pensent qu'ils sont corrects, mais ça va pas, là. Il y aurait besoin d'avoir plus d'aide, je pense, pour quand il y a une séparation, pour s'assurer que les deux parties, mais surtout l'homme, je trouve, qu'il gère pas très bien. Comment ça, tu dis qu'on gère pas très bien? C'est quoi ne pas gérer Ben moi, très il y a bien? vraiment... ça a vraiment été difficile, là, comme beaucoup difficile. J'ai vécu beaucoup de choses. Il a vraiment changé du tout au tout, là. Ça a été vraiment dark. Puis, j'ai aussi des élèves, des fois, je vois les parents qui se chicanent beaucoup, puis l'enfant est comme là-dedans, puis, tu sais, ça peut donner des séquelles à l'enfant aussi, là. Faut penser... il faut être en bon état mental aussi pour s'occuper de l'enfant, puis Pour être passer parent. par-dessus la séparation, mais pas que ça l'affecte, tu sais, le moins possible, que ça l'affecte l'enfant. D'être à l'écoute de l'enfant aussi, là, là-dedans. Mais si t'as trop... Tu le prends pas bien, puis t'as trop d'émotions, puis tu te gères pas bien, ben c'est sûr que ça a des conséquences. C'est sûr. Là, Ouais, ça a des conséquences sur l'enfant parce que vous mettez un peu un grand stress dans son environnement. Ouais. Puis elle aime, tu sais, l'enfant, il aime ses deux parents, puis là, il est comme... Il veut que ses deux parents aient bien. Puis des fois, ils sont trop jeunes aussi pour se rendre compte qu'il y a un parent que ça va pas. Tu sais, faut que les adultes ils prennent leurs responsabilités puis qu'ils aillent chercher de l'aide, mais en même temps, je trouve que au Québec, il devrait avoir une plus grande aide pour les gens qui se séparent. Tu sais, des gratuités, je sais pas, des consultations. Parce qu'il y a la médiation, mais si les deux parties veulent pas y aller, il n'y en a pas de médiation, là. Il n'y a pas d'autre recours. Hein. Ouais. Yeah. J'apprécie ça pour vrai, comme que tu sois autant ouverte à bien partager tes expériences. Je pense que ce que tu as vécu enrichit vraiment beaucoup les gens qui ont écouté jusqu'à présent à cette partie du podcast-là. Là, j'aimerais un peu pivoter sur une autre chose, en fait. Tu penses quoi, en fait, des hommes? Ça, c'est drôle. Ben moi, je suis plus du genre à penser, peut-être contrairement à toi, là, mais que tout le monde est comme... Tout le monde a leur force, leur qualité, puis tout ça. Tu sais, moi, je décloisonne pas vraiment les hommes et les femmes dans deux coins, là. Je pense que si tu veux te développer dans la vie puis être ouvert d'esprit, il y a moyen de le faire, mais je pense autant homme que femme, des fois, on n'essaye pas d'évoluer assez. On va pas essayer de s'améliorer ou de régler nos problèmes pour être des bonnes personnes. Puis il faut que tu sois d'abord une bonne personne pour être en couple puis en relation. Donc, je pense que c'est important de travailler sur nous. Puis, mais tu sais, les hommes, c'est sûr que j'ai eu des blessures, mais autant, je te dirais, en amitié qu'en amour, j'ai eu des blessures. Donc, je suis méfiante dans mes relations parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur d'être blessée, j'ai peur d'être vraiment moi, de m'affirmer puis qu'on me rejette. Donc, en fait, ça me fait penser à quelque chose de très intéressant, en fait, pour ma foi. T'as 43 ans. Là, tu t'es mis à rire quand j'ai dit, mais... bientôt. C'est vrai, excuse-moi. T'as bien trop 43 ans. Pourquoi t'es célibataire présentement? Ben, présentement, je travaille sur moi. Tu sais, j'essaie de me dire que l'homme, il est sur ma route. Moi, je crois que il n'y a rien qui arrive pour rien, que le... Tu sais, je m'ouvre un peu aussi à la spiritualité. Je me dis que Dieu, tu sais, il y a quelqu'un
qui est là, mais je l'ai juste pas encore rencontré, tu sais. J'ai pas perdu espoir que je vais bâtir quelque chose avec quelqu'un qui va me convenir à 100%. C'est juste que si je l'ai croisé, je vais le recroiser, là, mais c'est ça. Je pense que j'ai juste pas rencontré la personne que je vais me sentir comme chez moi, en fait. Que je vais rentrer, puis je vais me sentir en sécurité chez moi, qu'on va avoir un beau rapport égal, puis que c'est ça, ça va arriver un jour. Il faudrait quoi pour que tu te sentes comme chez toi? Ben, il faudrait juste que je me sente bien avec la personne. Tu sais, c'est pas... moi, j'ai pas... Tu sais, c'est pas il faut qu'il soit blond, grand... j'ai pas des critères vraiment physiques. C'est sûr qu'il faut que j'aie une attirance, mais c'est surtout la connexion... tu sais, oui, il y a l'attirance, mais il y a aussi la connexion psychologique et qu'on aille vraiment, qu'on soit bien ensemble, puis que ça soit pas compliqué, puis que ça soit comme un morceau de casse-tête là, qui rentre. J'apprécie en fait ça. J'apprécie le fait que tu sais c'est quoi tu veux en fait d'un homme. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils cherchent un partenaire, mais ils savent pas c'est quoi ils recherchent un partenaire. Et l'étape numéro 1 pour trouver quelqu'un d'adéquat, c'est de savoir c'est quoi on cherche sur cette personne-là. Quand on a parlé aujourd'hui, par nos conversations, tu m'as laissé savoir que tu utilises des applications de dating. C'est comment être sur le dating virtuel à ton âge? Ben en fait, c'est pas si pire encore 43 ans, je pense. J'ai quand même beaucoup de conversations. Ben si je veux en avoir, je pourrais en avoir. Des fois, c'est juste que je manque un peu d'intérêt parce que les conversations commencent toujours de la même manière, là. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as combien d'enfants? Ça devient un peu comme redondant. C'est pour ça que je me suis inscrite aussi dans des groupes qu'on peut faire des activités, rencontrer des gens en personne. Je préfère en personne, puis je préfère connaître un petit peu la personne pour passer à une date. Parce que pas connaître du tout, là, j'augmente mon insécurité parce que je me dis, ça se peut qu'il y a des choses qu'il n'aime pas de moi, puis ça se peut que moi, il y a des choses que j'aime pas de lui, ça se peut que je perde mon temps. J'aime pas perdre mon temps. Donc, je veux pas dater n'importe qui, puis je veux vraiment apprendre un peu à connaître la personne avant. Je perds plus mon temps à faire plein de dates, là. Moi, j'ai pas le goût de ça, là. J'aime mieux passer des soirées. Je veux garder mon énergie pour moi. Donc, je fais confiance à la vie, là, puis là, comme je sors moins aussi, sobriété, je vais être mollo avec ça, ben... J'espère le rencontrer, mais je sais pas trop encore, là. Mais, tu sais, les applications, ça peut être bon, là. Il s'agit d'une personne que ça va cliquer. Mais il y en a beaucoup que... Disons, il faut faire un tri, là, là-dedans. Parce que... Il faut faire un tri. Mais moi, j'attends que celui... qu'il y en ait un qui sorte du lot, là. Uh-huh. Puis là... C'est lui sur lui que je vais me concentrer. Puis j'ai pas peur, moi, de laisser les autres tomber. Tu sais, quand je rencontre quelqu'un que je pense que ça peut fonctionner, là, je ferme mes applications. Moi, c'est un à la fois, là. Tu sais, mais pas quand j'ai des discussions, là. Tu sais, je veux dire, je discute avec un, je discute avec un autre. Tant que je l'ai pas rencontré ou que je le connais pas, il n'y a pas vraiment grand-chose encore. Mais... si vraiment on se parle à tous les jours, que je développe quelque chose, qu'on se rencontre, puis que ça va bien, j'ai aucun malaise à me concentrer sur la personne. Parce que je veux éventuellement vivre une relation, vivre l'amour. Je veux être en amour. Est-ce que tu crois que il est encore temps pour toi de trouver l'homme de ta vie? Bien sûr. Oui, tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Mm-hmm.
chaque journée, faut que tu la vives au maximum. Donc, mais je vais vraiment l'apprécier, je pense. Je vais vraiment me sentir chanceuse quand ça va arriver. C'est vrai parce qu'il y a certains qui sont dans des relations amoureuses exceptionnelles, mais ils n'apprécient pas la préciosité même du moment, de l'instant. Parce qu'ils pensent que c'est juste normal. C'est normal avoir une copine qui t'aime. C'est normal recevoir des cadeaux à chaque 2 jours. C'est normal qu'il paye la facture. Non, c'est pas normal. Dans le sens que c'est une chance. C'est ça, t'es chanceux de vivre ça. T'es chanceux de vivre cette expérience. Est-ce que parfois tu ressens un peu de jalousie envers tes amis que peut-être certaines d'entre elles sont, on peut dire, un peu plus avancées que toi sur le plan amoureux ou familial? Non, parce que je suis comblée. En fait, moi, avoir eu ma fille, ça m'a guéri de beaucoup de choses. Je suis comblée au niveau de mon amour dans mon cœur. Tu sais, ma fille a rempli beaucoup. Elle me comble. Puis j'ai mes élèves, j'ai mes amis, j'ai les connaissances. Tu sais, je suis ouverte. J'aime beaucoup de gens. Puis, tu sais, ça va juste être un plus, là, quand vraiment je vais être en couple. Puis... Mais, tu sais, j'ai jamais rêvé de me marier à tout prix. Tu sais, je sais pas, moi, je veux être heureuse dans la vie, mais peu importe. C'est sûr que je pense que ça va être la cerise sur le sundae, là, tu sais, mais... Tu veux te marier? Ouais, en Grèce. Ah ouais? Ouais. Pourquoi sur le bord de la la Grèce? mer. Pourquoi la Grèce? Parce que je vais aller en Grèce, puis j'adore l'eau, puis les paysages là-bas, ils ont l'air vraiment wow. Puis je veux pas faire ça avec plein de monde. Fait que en Grèce, comme pas beaucoup de monde, là, ça me convient. Mais en fait, au moins une demande en mariage en Grèce, du moins. Une demande en mariage en Grèce? Un mariage, on peut négocier, là, mais... Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà demandé en mariage? Non. C'est plate, hein? Est-ce que c'est quelque chose que... c'est vexant en tant que femme qu'on ne t'ait jamais demandé en mariage? Est-ce que ça peut être vexant? Parce que nous, les gars, on se pose pas cette question-là, mais c'est intéressant. Disons que là, présentement, est-ce que ça te vexe qu'aucun homme a dit, moi, je veux cette femme-là pour ma vie? Non, parce que je l'ai pas rencontré, l'homme de ma vie. Puis, des fois, je vois des relations que je me dis, c'est-tu vraiment... Je suis pas certaine si c'est vraiment... Un mariage. Ça devrait se passer, tu sais. Connaissant, mettons, un des deux, je suis là, OK, c'est-tu vraiment de la vraie amour ou c'est juste tu veux faire une demande en mariage parce que t'es désespéré puis que ça fait longtemps que t'as pas rencontré quelqu'un, tu sais. Moi, je veux la vraie, là. Tu sais, je veux vraiment que les deux, ça soit mutuel, qu'il n'y ait aucune hésitation, là, que c'est... Fait que 100%. je l'ai pas vécu encore, ça, ce grand amour-là qui dure, là. Donc, je pouvais pas m'attendre à avoir une demande en mariage, puis j'ai pas eu des très longues relations. Donc... C'était quoi ta plus longue relation? Avec le père de ma fille. Combien de temps? 3 ans et demi environ. Ok, c'est quand même... Bon, c'est plus que Ben... moi, mais bon, moi, je suis pas un cas d'étude. je suis... Ah, ben au moins, j'étais bas, là. C'est bon. Parce que c'est rare que je bats quelqu'un, là. Ben, tu sais, j'ai eu un enfant aussi, là. Je veux pas la grossesse. Tu sais, 1 an avant, j'étais 1 an avec lui avant, la grossesse. Ma fille avait 1 an et demi, 2 ans. 2 ans, je pense, quand on s'est séparés. Qu'est-ce que tu dirais de l'argument de quelqu'un qui te dirait que t'as 43 ans, t'as eu plein d'opportunités de trouver l'amour, tu as quand même pas réussi. Pourquoi tu gardes encore espoir? Ben, parce que tant que... Tu sais, en fait, je pense que j'avais des choses aussi à guérir, puis je travaille sur moi, fait que je me dis,
à un moment donné, ça va rapporter. Tu sais, je vais pouvoir être vraiment moi à 100%, puis rencontrer quelqu'un qui est vraiment lui aussi à 100%, puis qui a travaillé sur lui, puis que ça se Et ça peut, va ça se peut que justifier. j'étais trop blessée aussi pour que ça m'arrive. Tu sais, moi, je pense que, T'étais trop blessé? ouais, j'avais trop de... Tu sais, j'aimais pas de la bonne manière parce que fallait que je me guérisse de mes blessures. J'étais pas Est-ce capable que, d'aimer à 100%. est-ce que c'est à cause de tes parents que peut-être tu te sens pas adéquate à recevoir de Ouais, l'amour? ça c'est vrai. Je me sens peut-être pas encore aujourd'hui complètement adéquate. Ouais. C'est sûr que c'est ça. C'est une blessure qui... La blessure avec les parents, ça... C'est long à guérir. Ça peut durer toute une vie. Donc, ça se peut que ça allait jouer que j'ai l'impression que je suis pas digne de recevoir l'amour de quelqu'un. Mais je pense que ça se travaille. Puis, tu sais, c'est ça. Plus tu t'aimes, plus tu as confiance en toi, euh, plus tu vas y croire. Parce que je sais que je le mérite. Tu sais, je sais que j'ai plein de belles qualités. Puis, fait que je me dis, c'est sûr que ça va arriver. Les gars, envoyez votre CV. Envoyez votre CV, je vais mettre sur Instagram en j'attends bas. les Envoyez, CV. envoyez votre CV. Wow. J'adore vraiment la conversation qu'on a eue pour vrai. Là, je vois qu'on approche, en fait, on est à la barre des 1 heure et j'ai promis que chacun de mes épisodes durera au maximum 1 heure. Donc, on va gentiment conclure cette conversation que je trouve qui a été extrêmement enrichissante. J'apprécie vraiment le fait que tu aies parlé vraiment à cœur ouvert de comment tu as grandi, comment ça a été d'être mère, c'est comment d'être professeur, c'est comment aussi de faire face à ces démons, c'est-à-dire l'alcool. C'est comment aussi de mettre fin à une situation qui te convient plus, c'est-à-dire mettre fin à ta relation toxique avec l'alcool. Donc j'apprécie vraiment le fait que tu aies vraiment parlé à cœur ouvert parce que ton expérience de vie va vraiment aider ceux qui ont écouté jusqu'à présent. Est-ce que tu aurais un message à partager avec ceux qui écoutent présentement? Ben, je pense que c'est de ne pas avoir peur, même si personne te dit que c'est une bonne idée, mais de t'écouter vraiment au fond de toi, qu'est-ce que tu as de besoin, puis c'est quoi les ressources qui pourraient faire de toi, que tu pourrais grandir, t'ouvrir, puis découvrir vraiment la vraie personne que tu es, parce que la vie, c'est aujourd'hui, puis faut s'épanouir, il faut être bien avec nous-mêmes. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire les bons choix pour nous, puis demander de l'aide, puis s'entourer, puis aller chercher des groupes, parler avec quelqu'un qui vit quelque chose comme toi pour qu'elle puisse t'aider aussi. Comme moi, j'en ai des gens là maintenant qui m'approchent, justement, qui me parlent de la sobriété, puis ça me fait plaisir de les enligner puis de leur dire qu'est-ce qui m'a aidé, c'est quoi les podcasts que j'écoute. Donc, je vais pouvoir leur dire d'écouter les podcasts de Ben. Let's go! Let's go! T'as tout compris, c'est comme ça il faut venir faire. Wow. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont écouté jusqu'à ici. N'oubliez pas de partager et bien sûr de vous abonner parce qu'il y a une grosse partie des gens qui écoutent ces vidéos mais qui ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça permet au moins de garder le moral pour le long terme. Merci encore et passez une très belle journée. À la prochaine. Merci. Ciao. Bye.